Bonjour. Bonjour monsieur, par ici, je vous en prie. Merci. Impressionnant. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci de recevoir un blogueur. Merci surtout de me rendre visite. Vous êtes un des nombreux, des centaines de milliers, des millions de blogueurs. Bienvenue au ministère de l'Intérieur pour la première fois. Merci, oui, vous êtes le premier homme politique de premier plan à recevoir comme ça un blogueur, un podcasteur. Vous avez dû entendre parler du terme podcast. Donc là, c'est pas le 20h, il n'y a pas la même audience que sur une chaîne de télévision. Mais l'idée, c'est que ce que je voulais, c'est de vous montrer justement, les gens regardent ça là-dessus. Et donc, le terme podcasting vient de ce petit objet que vous connaissez qui est un iPod. Et voilà, vous voyez, hop. Donc on a une image. Je viens d'en acheter un pour le Noël de mon fils d'ailleurs, un iPod. D'accord. Justement, comme vous m'offrez cet entretien, je me suis permis de vous amener mon livre sur les blogs, si ça vous intéresse. Attendez. Ah ouais. Non, mais ça, vous ne me le donnez pas. Si, voilà. Mais j'en ai un neuf. Non, mais vraiment, c'est sympa parce que comme j'en ai acheté un pour mon fils, ça me permet d'avoir le bien. Au fond, j'ai bien fait de vous recevoir. Comme ça, vous pourrez directement regarder en fait cet entretien. Et puis on peut mettre de la musique aussi. On peut mettre de la musique, préenregistrer, de la vidéo, et puis directement ensuite, les gens regardent ça en se promenant. Ils en ont vendu plus de 5 millions, des vidéos seulement. C'est totalement... L'intérêt essentiel, c'est que les gens s'abonnent et n'ont pas besoin, si une émission par exemple est à 19h, on doit être à 19h. Devant la télévision, par exemple. Alors que là, on peut faire sa propre télévision. Voilà. Sympa, merci. Non, je garde. Et donc, l'idée, c'était, j'avais envie... Alors, j'ai une question à vous poser qui va peut-être vous surprendre, mais sur les blogs, on a tendance à se tutoyer. Pas de problème. Pas de problème, c'est vous qui aurez des ennuis. C'est moi qui vais avoir... Moi, vous tutoyez, aucun problème, c'est flatteur, on me dira... Alors tu le connais, comment il est. Vous, ça témoignerait d'une proximité. C'est pour moi que ça va être difficile, mais je vais essayer. Non, aucun problème. Vas-y. Merci Nicolas. Sur l'Internet, justement, est-ce que c'est important ? On a vu... Non, mais c'est capital. Bon, ce qu'on fait là, c'est rien d'autre que ce qui s'est passé au début des années 80 avec les radios libres. C'est la même révolution. Jusqu'au début des années 80, on écoutait ce qu'on appelait les radios périphériques. Oui. Et en dehors de France Inter, RTL, Europe numéro 1, il n'y avait pas de salut. Aujourd'hui, la réalité du média radio, c'est la réalité de l'écoute de radio qui n'existait pas il y a 20 ans, il y a 25 ans. Bon, mais c'est impossible de ne pas tenir compte de la révolution que représente le net. Oui, il y a 20 millions d'internautes en France. Et de surcroît, ce sont des gens, c'est encore beaucoup plus important parce que ce sont des gens qui viennent prendre leur information sur la toile et qui ont abandonné les autres médias. C'est-à-dire que la seule façon de leur parler, c'est de leur parler sur ce nouveau média. Et pour l'UMP, comme pour le ministère de l'Intérieur, on a investi énormément sur l'Internet. Je suis persuadé que ça va changer la compréhension que peuvent avoir les gens des enjeux. Ce n'est pas simplement une nouvelle technologie, c'est une nouvelle façon d'appréhender la société dans laquelle on vit. Alors justement, sur l'UMP, si on en parle une seconde, il y a eu comme ça une démarche importante vis-à-vis de l'Internet. Vous avez communiqué, tu as communiqué, je vais commencer à m'y mettre, sur l'envoi notamment de courrier électronique. Est-ce que c'est une campagne qui a été profitable ? Oui, écoute, je vais te donner un chiffre qui est très très simple. L'année dernière, en 2004, on a fait 2000 adhésions à l'UMP par le biais de l'Internet. Cette année, on a fait 16 500 adhésions. C'est pour te dire que c'est un peu... Uniquement sur l'Internet ? Je parle uniquement de l'Internet. D'accord. Bon. Et alors pour moi, ça aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que les gens qui sont sur le net sont plutôt des gens jeunes. Donc c'est un média qui permet de toucher les jeunes. Alors c'est vrai, peut-être certains ont pu être choqués et gênés parce que j'ai envoyé dans les boîtes électroniques un message que j'avais signé. Mais je leur dis qu'ils ne soient pas choqués. Moi, je suis pour qu'il y ait un vrai débat démocratique. Donc je vais chercher les gens là où ils sont. Après tout... on était empoisonné dans sa boîte aux lettres, on avait tout un tas de publicités. Moi, je veux convaincre que nos idées sont justes, qu'on a besoin de la participation des citoyens. Je vais les chercher là où ils sont. Et là où ils sont, c'est quoi ? Sur le net. Et la communication, elle est quoi ? Quelle est sa caractéristique ? Tu me dis, on se tutoie. C'est
un détail. Je veux surtout pas être impoli. Non, mais c'est un détail. En vérité, c'est un média qui est beaucoup plus proche, qui désacralise. Il n'y a pas la distance de la télévision. Les gens qui sont sur le net, ils ont d'ailleurs une communauté identitaire. Ce sont des gens qui ont envie de parler, envie d'échanger, envie de communiquer. C'est finalement la meilleure stratégie contre la solitude. Et pourquoi moi je n'irais pas défendre mes idées sur le média de demain? Bien sûr. C'est exactement comme si un homme politique disait moi, par principe, je ne vais pas sur le 20h. Tu ne vas pas sur le 20h, mon vieux, tu vas nulle part. Ou par principe, je ne vais que sur le 20h et pas sur l'Internet. D'une certaine façon, si tu veux, la France profonde, elle est là. Parce que, qu'est-ce que c'est la France profonde? C'est la France où sont les gens. Les gens, ils sont là. Donc, moi, je veux défendre mes idées là où sont les gens. Pas simplement là où ils n'y sont pas. Par exemple, sur le plateau de 1000 vaches. Alors justement, il y a 20 millions d'internautes en France environ. On est à peu près à 50% de pénétration. Dans les pays nordiques, c'est plus 80-90%, comme en Finlande ou en Suède. On voit aussi que les 10 pays qui viennent de rejoindre l'Europe ont un taux de connexion très élevé. Est-ce que, en France, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer certains parlent de fracture numérique? Mais ils ont raison. On ne peut pas avoir une fracture numérique parce qu'elle serait trop grave à deux plans. Fracture entre les générations. Les plus anciens qui ne sauraient plus parler aux plus jeunes, parce que les plus jeunes, naturellement, s'expriment par le biais de cette technologie. Donc il y a un effort à faire vers les classes les plus âgées de la population. Et puis fracture territoriale, parce que la France est avec l'Allemagne le pays qui a la superficie la plus large en Europe, et donc il y a des zones d'ombre, il y a des endroits où ils n'ont pas le bénéfice de cela. Or, c'est capital, parce que grâce à cette nouvelle technologie, il n'y a plus de territoire enclavé. C'est-à-dire que l'information est la même pour tout le monde. C'est un fantastique média, moyen de donner de l'égalité. Égalité des chances, égalité du savoir, égalité devant l'information. Et puis tu le démontres ici en recevant un amateur, parce que c'est aussi un média d'amateurs. Oui, en fait, si tu veux, pour moi, ce qui compte, c'est pas amateur professionnel. Ce qui compte, c'est la passion. Bon, je préfère recevoir un amateur, entre guillemets, passionné, qu'un professionnel blasé. D'accord. Oui, c'est ça, mais il y a aussi peut-être l'idée d'avoir des PC qui soient moins chers un petit peu, ou d'avoir une question de moyens ensuite. Tu as tout à fait raison. La question, c'est maintenant celle du marché. Pourquoi c'est très important la généralisation, outre lutter contre la fracture générationnelle et la fracture territoriale, c'est que ça va créer un marché, et quand il y a un marché, plus le marché est large, plus les prix sont bas. Plus les prix sont bas, plus le média est accessible. Donc il faut y aller à marche forcée, il faut que l'État aide, et d'ailleurs, la seule réponse, me semble-t-il, à la querelle sur les droits d'auteur, sur le téléchargement... Sur lequel il y a une bonne nouvelle ce matin, oui, j'ai vu d'ailleurs. Sur tout ce qu'on entend, mais la vraie réponse, si tu veux, au fond, la seule vraie réponse, c'est la diminution des prix. Oui, à la fois de la connexion. Parce que tu comprends bien qu'à ce moment-là, tu laisses la liberté aux gens parce que les prix sont plus bas, et en même temps, tu préserves le droit de la création, parce que c'est vrai que des droits d'auteur, ça existe, et que ça protège des artistes. Et donc la baisse des prix par l'ouverture du marché, la généralisation du marché, c'est la solution à tous les problèmes. Alors, si on parle un petit peu de Nicolas Sarkozy, est-ce que tu es né homme politique? Est-ce que c'est un destin? Est-ce que c'est naturel? Tu sais, moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir si je devais faire de la politique, puisque ça a été toujours naturel chez moi. J'ai voulu faire ce que je fais. Je ne t'explique pas que je suis là par hasard. Je n'ai hérité de personne. Je ne suis pas né dans une famille où qui que ce soit faisait de la politique. Tout ce que j'ai, je l'ai construit par mon travail. J'ai choisi de faire de la politique, j'ai assumé ce choix, j'ai payé cher pour en faire, mais voilà, aujourd'hui, je suis heureux de faire ce qui a été le rêve de mon adolescence. Parce que, tu sais, la vie, qu'est-ce que c'est? On rêve dans l'adolescence et on passe sa vie d'adulte à essayer de ressembler à celui qu'on rêvait. Le monde d'adulte, il rêve moins. Tes rêves, tu les arrêtes en sortant de l'adolescence. Et à ce moment-là, il ne faut plus rêver, il faut faire. L'adolescent rêve, l'adulte fait. Et le but de la vie, c'est qu'il y ait une adéquation entre ce que rêvait l'adolescent et ce que fait l'adulte. Voilà, alors quel est ce rêve justement? J'imagine pas un rêve de pouvoir, c'est plus un rêve d'être au service de la France? Mais tu sais, le pouvoir, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'aime faire. Je dirais que j'aime plus faire, réaliser, changer, bousculer, réformer, que durer. La phrase que j'aime le moins, c'est « j'ai le temps ». Parce que je pense que le temps est une denrée si rare que c'est très prétentieux de dire « j'ai le temps ». Tu n'en sais rien. Ça peut s'arrêter demain. Donc, moi, je crois que chaque minute doit être utilisée et on doit faire quelque chose. J'aime faire. Mais vers ce rêve, justement. J'aime faire. Alors après, moi, si j'exprime dans la politique, je veux transformer la France. Mais j'aime faire. Au fond, il y a des gens, ils disent doueurs, qui font, qui sont faits pour faire.
Moi, c'est ce que je veux faire. Donc à la fin de ta carrière, c'est d'avoir fait qui sera probablement plus important. Enfin, ma carrière, je ne sais pas, moi, ce qui me plaît, c'est tous les jours devoir prendre des décisions, réaliser des choses. Le monde bouge, le monde change. La France ne peut pas rester immobile. On ne peut pas avoir un monde qui change tous les jours à une vitesse stupéfiante et avoir une France qui dit « Non, excusez-moi, on a le temps, on ne change pas ». Et moi, je veux qu'on change pour le meilleur. Je veux réconcilier les gens avec la réussite. Alors justement, et les réconcilier avec la politique. On parlait de jeunes tout à l'heure, et là, il y a pas mal de jeunes qui vont regarder, quelques-uns. Comment les réconcilier avec la politique? Tu parles souvent de rupture avec une politique, c'est vrai dont on a l'impression qu'elle est un peu opaque. Mais déjà qu'on comprenne ce qu'on dit, nous, les hommes politiques. Il y a tant d'hommes politiques qu'on écoute, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Et quand on comprend, on se demande s'ils sont même sincères. Je comprends, là. Non, je ne prétends pas être plus intelligent que les autres, mais au moins, quand je parle, j'essaie d'être compris. Et surtout, je veux faire sentir aux gens que c'est très grave. Je crois dans tout ce que je dis. Il y a un déficit d'authenticité, un déficit de sincérité. Et puis, il faut parler, décrire les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Tu vas voir le médecin, tu as malheureusement un cancer, il n'ose pas te le dire, il te dit « vous avez une mauvaise grippe », et donne une médication pour la grippe. Tu changes de médecin. Et bien, un homme politique qui n'est pas capable de faire le diagnostic en disant « voilà, ça ne va pas, et pourquoi ça ne va pas, et voilà les remèdes qu'on va pouvoir apporter », c'est un homme politique qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Et sur les jeunes, moi j'ai quelques amis qui ont été, ou qui ont été d'ailleurs, Božidar Djelić par exemple, qui était ministre des Finances en Serbie, et qui a mon âge à peu près. Il n'y a pas beaucoup de trentenaires en politique en France, enfin peu importe trentenaires, il y en a assez peu. Comment faire? Est-ce que c'est le système qui... Parce qu'ils se demandent, est-ce que la politique a encore du pouvoir? Est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'on peut peser sur les événements? Est-ce qu'on peut rentrer même en politique? Moi je crois qu'on peut. Et comment j'ai fait? Je suis rentré par le plus bas niveau. Personne ne m'a aidé, personne ne m'a tendu la main. Donc on peut, lorsqu'on veut, tu sais, souvent tu rencontres des jeunes, ils te disent « moi j'aimerais bien être artiste » ou prendre des cours de théâtre. Mais je dis « mais laisse tomber, tu le feras jamais ». Parce que la distance entre « j'aimerais » et le « je fais », c'est la distance entre la velléité et la volonté. Celui qui a envie, il fait. Il ne demande pas l'adresse du cours d'art dramatique. Tu comprends? Oui, tout à fait. C'est ça la différence. Oui, ça ressemble plus à ce que fait un entrepreneur, qui est beaucoup plus dans l'action. Il fait, il ne décrit pas. Non. Je crois que la vérité d'un homme, il est dans ce qu'il fait, plus que dans ce qu'il dit. Alors, quel est le conseil que tu donnerais à des jeunes qui ont envie comme ça de... Parce qu'on voit quand même qu'il y a un regain de popularité, entre guillemets, pour la politique, ou pour au moins voter et participer. Ne laissez personne renier tes ambitions. Tu as envie, fais-le. Fais-le à fond. Alors, est-ce qu'il faut adhérer à un parti? Oui, mais c'est la première étape? Dans ce cas-là, il faut faire UMP, parce que c'est mieux quand même. Il y a 200 000, je crois. 210 000. Et... Oui, parce que je pense qu'on ne change pas la politique en étant un homme seul. J'ai voulu développer un parti, moderniser un parti, parce que je pense que la meilleure façon de changer la politique, c'est de changer les partis politiques. On ne peut pas faire les choses seuls. Et tous ceux qui adhèrent à l'UMP, je leur ai promis quelque chose, c'est qu'ils auraient le droit à la parole, c'est-à-dire c'est eux qui voteront sur les principales étapes du projet, et c'est eux qui choisiront nos candidats, y compris nos candidats à la présidentielle. En bref, ta voix de citoyen, elle pèse plus lourd. Si tu adhères à un parti politique qui te permet de choisir quel sera le candidat et quel sera le projet. Donc ça, c'est très, très blog. C'est-à-dire que les blogs, les gens participent, s'expriment. Est-ce que... C'est la société interactive. Il n'y a pas d'un côté celui qui sait, de l'autre celui qui ne sait pas. Est-ce qu'on va voir sur le site de l'UMP ou à l'UMP en général, justement, plus de gens qui s'expriment dans des... Pas simplement sur le site de l'UMP. Je veux que l'UMP soit le lieu des grands débats de la société française. Les problèmes sont complexes, il n'y a pas de vérité révélée, c'est extrêmement difficile. Eh bien, cherchons, trouvons ensemble, innovons, imaginons, il n'y a pas de sujet tabou. Je veux que ça soit un endroit de liberté, l'UMP. Alors justement, sans sujet tabou, ça doit être dur. Moi, je m'intéressais personnellement, ce que tu as vécu récemment doit être assez difficile dans les banlieues. Ces attaques personnelles permanentes, ça fait partie du politique, ça vient avec le... Oui, mais tu sais, moi j'essaie de rester zen avec ça. Qu'est-ce que j'observe? Ceux qui attaquent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Moi, mon boulot, c'est de faire. J'ai eu à gérer cette crise, et je peux regarder les Français en leur disant, voilà, on a eu 25 nuits d'émeute, il n'y a pas eu un mort. La police s'est remarquablement comportée. Et la stratégie qu'on a mise en place, elle a permis de ramener l'ordre sans drame. C'est ça qui compte. Alors après, il y en a qui s'agitent, qui font ce qu'ils font. Jamel Debbouze dans le Figaro ce matin. Mais je suis heureux parce que je leur fais de la publicité, au fond. Ils doivent tous avoir un film ou un CD à vendre, et ben, tant mieux, si je peux les aider, c'est ma contribution à leur popularité. Et sinon, c'est pas... Donc ça, ce sont les critiques qui sont quand même quotidiennes. Sur l'expérience terrain, je crois que pendant les banlieues, pendant tes visites avec ton équipe... Tu sais, l'expérience terrain... Il y a eu des blessés quand même, Oui, mais c'est très passionnant. J'étais dans 46
46 déplacements dans les quartiers les pires. Où est-ce que c'était le pire? 14 Quelle est nuits la blanches. pire expérience? Ça y en a eu tellement. Hein. Bon, en Grigny, 2h30 du matin, on a tiré avec des cartouches de 12 sur 11 fonctionnaires de police qui ont eu le sang-froid de ne pas répondre avec leur arme. Argenteuil, une bande de voyous là, nous attendait durement. Bon, 14 nuits blanches, mais quand je voyais les gens, les vrais gens, ceux qui habitent là-bas, et ils me disaient merci, on n'en peut plus, on a peur. Pourquoi depuis trop longtemps la République accepte-t-elle ça? Il faut voir ce que c'est qu'habiter dans ces quartiers et être terrorisé au moment de rentrer dans son immeuble parce qu'il y a une bande de diloubards qui essaye de vous barrer le chemin. C'est pas facile de vivre avec la peur au ventre. Et moi, je veux travailler pour ces gens qui se lèvent tôt le matin et qui n'ont pas à avoir peur et qui se demandent mais pourquoi celui-là qui se lève pas, qui deal de la drogue, il gagne plus d'argent qu'eux. Puis tous ces voyous là qui brûlent des voitures. Moi, je pose une question. Pourquoi ils brûlent jamais la leur de voiture? Hein? Pourquoi c'est toujours celle du voisin? Alors, tu cites le mot voyou. Est-ce qu'il y a des mots que tu regrettes d'avoir prononcés? Non, tu veux dire racaille? Par exemple? Je sais pas, la langue française est riche. Je vois pas pourquoi je pourrais pas utiliser toute la panoplie de cette richesse. Racaille, c'était un mot que j'ai repris, c'est du vécu. Une dame à Argenteuil me dit « Mais monsieur Sarkozy, débarrassez-nous de cette racaille, je vous en prie, on n'en peut plus. » Et je dis « Oui, madame, je vais vous débarrasser de cette racaille. C'est des mots de tous les jours. Un homme politique, il doit se faire comprendre. » Oui, c'est un petit peu faire de toi un bouc émissaire que de rappeler en permanence ces mots-là. Alors oui, mais tu sais, moi, je reste tranquille là-dessus. Mais ça s'appelle quoi? C'est de l'amalgame. Et l'amalgame, c'est l'arme des fascistes. C'est-à-dire que ceux qui font ça, ils font ce qu'ils croient dénoncer. C'est pas très intelligent. Alors, sur la France, est-ce que, comme Jospin, tu vas, si je me souviens bien, annoncer ta candidature par fax? Avec quelle comparaison, mon Dieu, Jospin, formidable. J'espère que dans ce cas-là, ça me portera davantage chance. Est-ce que tu le feras par blog? Je ne sais pas, je pense que... Tiens, mais c'est une bonne idée. Dans le fond, je peux t'appeler? Avec plaisir. Tu te rends compte, on fait l'émission du siècle. Là. Mon blog, t'es ouvert, Nicolas? Ah ben d'accord. C'est une sacrée bonne idée, tiens. Je vais y penser. Hein. D'accord. Tu annonces ta candidature. Alors, qu'est-ce que tu m'amènes comme cadeau Parce qu'un iPod pour que participe, oui, mais pour que je l'annonce, alors, ça, c'est plus. Hein. Ça pourrait être sur le tien. Il ne s'agit pas de... Non, j'aime mieux être chez toi, au contraire. Bon, bah écoute, je m'en souviendrai. Eh bien, écoute, on en reparle, à la fin de l'année 2006. D'accord. Et sur la campagne, juste pour terminer, si tu as encore quelques minutes, est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût des grandes idées, puisque tu es un homme d'action? Quelle est l'action? Parce qu'il y a quand même un sentiment de Français. Non, tu sais, bon, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais bien sûr. Je veux te dire juste une chose, c'est que je ne ferai pas de compromis. Au sens où je crois, enfin, j'ai des convictions, je veux les faire partager, je crois savoir ce qu'il faut pour que chacun ait sa place dans notre pays. Et je ne ferai pas de petites compromissions. L'entrepreneur, par exemple, est-ce qu'il a une place? Je ne ferai pas de petites compromissions. Mais bien au-delà de l'entrepreneur, moi je veux que tous ceux qui se donnent du mal, ils aient la récompense des efforts qu'ils font. Entrepreneurs, enseignants, fonctionnaires, jeunes, moins jeunes, peu importe. La seule chose qui compte, tu te donnes plus de mal que les autres, tu dois avoir la récompense de ton investissement. Alors si tu ne donnes pas, ce que je comprends tout à fait, quelques avant-goûts des grands thèmes de la campagne, c'est Noël. Oui. Est-ce que tu peux donner un avant-goût de vœux que tu souhaiterais pour les Français ou pour les blogueurs, au choix, qui nous regardent? D'abord, les vœux pour les blogueurs, c'est que ton site, ton blog est le plus grand succès. Et puis, pour chacun de ceux qui nous regardent, qu'ils aient une année 2006 la plus passionnante possible. Parce qu'au fond, je crois que le pire dans la vie, c'est de se lever le matin en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On s'ennuie ». Et la passion, c'est quand même ce qui reste dans tous les domaines, le plus important. Mais si tu veux, je t'invite à voir mon bureau. Ah, avec plaisir. Bien. J'adorerais. Alors, tu vois, ça, c'est le salon pour les invités. Tu vois, ça, c'est le bureau traditionnel du ministre de l'Intérieur. C'est impressionnant. C'est toujours le même. Ça bouge jamais. Mais alors, il n'y a pas d'ordinateur sur le bureau, par exemple? Non, il n'y a pas d'ordinateur parce que les décisions à prendre, ce n'est pas les décisions par ordinateur. Mais j'y suis assez peu, d'ailleurs. La vérité, c'est que je suis toujours parti. Toujours parti. On a une autre salle où on peut travailler, mais c'est ici. Puis tu vois, il y a un petit jardin. Oui, c'est magnifique. C'est sympa l'été. Et alors tu vis au-dessus? Et je vis au-dessus, j'habite au-dessus, tu vois. Là, c'est les bureaux.
et puis j'habite au-dessus, parce que ministre de l'Intérieur, il doit être mobilisé en permanence 24 heures sur 24. Et quel est l'agenda de cette semaine, par exemple? Tu vois, c'est l'agenda, bon, j'essaie de me réveiller vers 6 heures, et puis j'arrête entre minuit et 1 heure, quoi, voilà à peu près l'agenda, mais j'ai un grand avantage, c'est que j'habite ici, donc tu vois. Dans la journée, je travaille ici, et le soir, la nuit, je travaille là-haut. Non-stop, combien d'heures tu dors chaque nuit? Mais pas suffisamment, hein, vraiment, malheureusement. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Salut à bientôt. toi. Merci. J'oublie pas l'invitation. Hein. D'accord.